Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Louis Zambert, hein, grand journaliste, 50 ans de journalisme, dont 30 ans en tant que journaliste indépendant et d'investigation. Bonsoir mousquetaire de l'info, merci de ton invitation. Alors, on te reçoit pour ce dernier livre que tu viens de publier, Tous vaccinés, tous en danger avec un point d'interrogation, toujours aux éditions IS Éditions. Alors, oui, on peut le dire, hein, c'est la continuité du travail que tu as commencé, parfois seul, parfois avec ton compère Claude Janvier, sur cette pandémie où on voit, là, tu avais écrit avec Claude Le virus et le président, le scandale ivermectine, Covid-19, le bilan en 40 questions, et là, tous vaccinés, tous en danger, avec un point d'interrogation. C'est quand même la suite de toutes ces enquêtes, hein, on peut dire. Oui, tout à fait. Tous vaccinés, tous en danger, publié chez IS Éditions. C'est la suite de l'enquête que j'avais commencée et qui avait pour titre le scandale ivermectine, où j'expliquais ce qu'était l'ivermectine et comment, depuis la découverte de ce médicament, cette ivermectine avait été, dès la fin de l'année 2019, dès début 2020, des scientifiques avaient travaillé dessus. Ils avaient prouvé que ce médicament est efficace contre la Covid-19 à tous les stades de la maladie et de manière préventive. Et je me suis intéressé à savoir pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déconseille l'utilisation de ce médicament contre la Covid-19. Et c'est donc la deuxième partie de cette enquête. Parallèlement, si tu veux, j'ai mené de front deux choses. La première, les vaccins ARN messagers sont-ils dangereux? Pour ça, comme tu l'as vu, et on va sans doute y revenir, j'ai notamment rencontré et travaillé, si je puis dire, bon, comme journaliste, hein, avec le directeur de recherche du CNRS, Jean-Marc Sabatier, qui est à l'avant-garde de ces recherches au niveau mondial. Et puis après, répondre à la question, ces vaccins sont-ils dangereux? Pourquoi sont-ils dangereux? Et comment sont-ils dangereux? Comment ça va se manifester? Et puis la deuxième partie de cette enquête, c'est je ne comprends pas. Nous avons des vaccins qui sont dangereux, dont aujourd'hui, 3 ans après avoir été mis sur le marché, les autorités, que ce soit celles de l'Union européenne, et là je parle particulièrement de la France parce que nous sommes en France, ne peuvent pas ignorer à la fois la dangerosité de ces vaccins, ne peuvent pas ignorer les effets secondaires qui surgissent après la vaccination dans toutes les agences, les centres de pharmacovigilance à travers le monde, enfin ceux au moins qui ont utilisé les vaccins ARN messagers. Et il existe un médicament qui s'appelle l'ivermectine, qui est peu cher, qui est efficace à tous les stades de la maladie, et même de manière préventive, et qui est déconseillé par l'OMS. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi et comment. Et on va en parler, surtout que certaines agences de vigilance ont fait remonter les infos comme quoi il y avait de réels effets secondaires. Et je crois que tu me disais, quand on en parlait, qu'il y a plus eu d'effets secondaires avec ces vaccins que depuis quelle année, tu m'as dit, si tu peux. Ça a été mis en évidence notamment par le système VAERS, VAERS aux États-Unis, qui est le centre de pharmacovigilance, et qui a fait un point à la fin du mois de septembre, là, cette année 2023, et qui a constaté qu'il y avait eu 3 fois plus de décès en 4 ans liés à l'injection de vaccins ARN messagers que l'ensemble des vaccins utilisés depuis 1990 sur les États-Unis. C'est incroyable, ça fait 33 ans, il n'y a pas eu autant d'effets secondaires que sur cette En période de 4 4 années. ans. Il y Ouais. a eu 3 fois plus de décès avec les vaccins à ARN messager. Et alors attention, c'est autour de 35 000 décès, je crois. Et ce chiffre ne représente que 1% des effets secondaires qui sont signalés. Oui. Alors ça donne une idée de la catastrophe en cours. On y reviendra peut-être quand on va parler des vaccins ARN messager, des travaux de Jean-Marc Sabatier. Ces vaccins sont destructeurs de manière discrète. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Je remontre le livre, hein, tous vaccinés, tous en danger, point d'interrogation. Alors, on va commencer par le début, par les vaccins ARN messagers qu'on nous a tant vantés. Est-ce qu'ils sont réellement dangereux? Toi qui as eu voilà, des gens qui sont au fait de tout ça, hein, des grands chercheurs et pas Oui, des alors, moindres. quand je me suis intéressé à cette question, parce que tu as vu qu'il y avait pas mal il y a pas mal de choses qui ont circulé sur les vaccins, des informations les plus fantaisistes. Donc, pour moi, la meilleure façon, c'était de trouver un scientifique, un chercheur français, qui travaille sur la question de la dangerosité des vaccins, et qui non seulement travaille sur la question de la dangerosité des vaccins, mais travaille aussi sur le virus, le SRAS-CoV-2, qui provoque la maladie Covid-19. Et en plus, c'est comme ça que j'ai trouvé Jean-Marc Sabatier,
qui est directeur de recherche du CNRS, qui est docteur en biologie cellulaire et microbiologie, qui est habilité, qui est qualifié HDR, c'est la plus haute distinction que peut avoir un chercheur français, c'est-à-dire habilité à diriger des recherches, et qui en plus travaille avec des chercheurs d'un laboratoire de Wuhan sur ces questions en République populaire de Chine. Donc, quand j'ai eu affaire à Jean-Marc Sabatier, on a discuté pas mal, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, et il m'a fait part de ses travaux et de ses avancées sur ses travaux. Alors, je dois dire que c'est passionnant. Moi-même, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas journaliste scientifique, mais ça a demandé un effort considérable parce qu'il a fallu que je me mette à niveau et en même temps, je me suis dit, parce que l'essentiel pour un journaliste, c'est d'être compris par ses lecteurs. Donc, je me suis mis à la place du lecteur et je me suis dit, mais comment je vais expliquer ça au lecteur? Premier point. Et deuxième point, quelles sont les questions que se posent les lecteurs avec ce que j'entendais autour de moi, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la rue, dans les hôpitaux, etc. Donc, il y a des questions qui se posent. Ces vaccins sont-ils dangereux? S'ils sont dangereux, comment sont-ils dangereux? Alors, je rentre en détail dans le livre et tu as pu voir que dans le livre, j'ai introduit dans les travaux qui sont passionnants de Jean-Marc Sabatier des questions auxquelles il a bien voulu répondre de manière claire. Et ces questions, ce sont pourquoi le virus est-il dangereux? Comment ça se traduit? Quelles sont les conséquences pour la santé des gens qui se sont fait injecter un pseudo-vaccin à ARN messager? Et là, on a eu un gros travail commun de recherche, c'était pas un problème, mais moi j'étais obligé vraiment d'essayer d'expliquer des choses fort complexes de manière simple. Et c'est pour ça que tu as pu le voir qu'à l'intérieur des questions que je pose à Jean-Marc Sabatier, à l'intérieur de notre entretien qui fait les premières pages du livre, il y a deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture pour le grand public, des gens comme moi qui ne connaissent rien à la question, et puis un niveau de lecture vraiment scientifique. Ça, c'est pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les responsables du ministère de la Santé qui seraient tentés de dire que ces vaccins ARN ne sont pas dangereux ou qu'ils ne provoquent pas d'effets secondaires, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est pour leur dire, bah voilà les preuves scientifiques. Alors si vous n'êtes pas d'accord, discutons-en. Et ça, je l'ai fait un peu volontairement parce que tu as pu remarquer que depuis 2019-2020, ce qui caractérise l'espace public en France, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de débat. On doit considérer comme admis la science, les décisions qui sont prises par le gouvernement avec plusieurs comités, conseils scientifiques, CAR, comité de prévention, etc., des risques sanitaires, etc., etc., le COVARS. Alors que, bon, tu as d'autres pays quand même où il y a des débats et ça permet de faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, la première question qui vient, c'est pourquoi ces vaccins à ARN messager sont-ils dangereux? Le premier constat, c'est qu'aucune autorité officielle, que ce soit le ministère de la Santé ou que ce soit des organisations du ministère de la Santé, assurance maladie, comité le COVARS, etc., etc., des administrations du ministère de la Santé, aucun n'émet un doute quant à l'efficacité de ces vaccins. Alors, tu as pu voir que j'explique dans le livre, en m'appuyant justement sur les définitions de l'OMS qui ont été très précises, qu'il y a une différence, parce qu'au départ, les fabricants de ces vaccins ont dit « Ah, mais le vaccin est efficace à 95%, il n'y a aucun risque, etc. etc. » Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité potentielle, c'est-à-dire c'est l'efficacité qui est faite lors d'essais cliniques dans un milieu fermé, sur des personnes, etc. etc. Et puis après, il y a l'efficacité réelle. Et l'efficacité réelle, elle est souvent très différente de l'efficacité potentielle. Parce que c'est ce que donne la vaccination sur une population ou sur des populations et comment se traduit cette vaccination. Et là, nous entrons dans l'efficacité réelle du vaccin, qui est bien différente de l'efficacité potentielle. Alors, comment ces vaccins sont dangereux? Ils sont dangereux pour plusieurs raisons. J'en citerai une principale, c'est que contrairement, le vaccin ARN messager n'est pas un vaccin qu'on pourrait parler classique, comme le vaccin contre la grippe, par exemple, qui est un vaccin qui est connu maintenant depuis des décennies. Il y a des comités qui travaillent sur ce vaccin depuis des années auprès de l'OMS, qui définissent quel type les virus qui vont être dangereux de saison en saison. Donc, c'est quelque chose qui est relativement bien maîtrisé par le milieu scientifique, la définition du vaccin de la grippe. Et contrairement à ça, dans le vaccin de la grippe, on inocule par l'injection un virus inactivé, un virus mort ou qui ne peut pas rendre malade, quoi, de manière à ce que les cellules du corps le mémorisent, identifient, et quand le virus se pointe, provoque une réaction du système immunitaire. Là, c'est bien différent. Ce que l'on fait là, on va injecter
un brin d'ARN, c'est-à-dire le code génétique qui va permettre au système immunitaire de repérer le virus quand il va être introduit dans le corps. C'est un brin d'acide ribonucléique, ARN, et que l'on dit messager parce que l'objectif, c'était de faire que ce brin d'ARN messager soit présent dans toutes les cellules du corps pour que l'immunité innée puisse se faire. C'est-à-dire que l'immunité puisse se faire dès que le virus arrive. Sauf que les chercheurs ont été confrontés à un problème, c'est que l'ARN messager, c'est quelque chose de très fragile, qui est vite détruit par les enzymes du corps. Donc, pour protéger ce brin d'ARN et pour le rendre messager, de manière à ce qu'il puisse se diffuser sur tous les organes importants du corps, ils l'ont, comme ils disent dans leur vocabulaire, encapsulé, c'est-à-dire qu'il a été enveloppé, alors là, par des nanoparticules lipidiques. Et ce sont des composants de ces nanoparticules lipidiques qui ne sont pas des composants naturels, qui s'avèrent dangereux. Alors, comment est-ce qu'il s'avère dangereux? Il s'avère dangereux parce qu'il dérégule le fonctionnement du système rénine-angiotensine. Alors, question, qu'est-ce que le système rénine-angiotensine? C'est un système qu'on appelle ubiquitaire, c'est-à-dire qui est présent partout en même temps sur la peau, le foie, le cœur, les reins, le cerveau, les poumons, etc. Et c'est lui qui régule le système immunitaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le système rénine-angiotensine est dérégulé, le système immunitaire est considérablement affaibli. C'est-à-dire que le système immunitaire, qui est notre barrière contre les infections, qu'elles soient bactériennes, virales ou autres, ne peut plus jouer son rôle. Alors ça veut dire quoi? Et là j'arrive à la troisième question, mais alors moi, je me suis fait vacciner, est-ce que je vais mourir demain? Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez mourir demain si vous êtes en surpoids et que par exemple vous avez une maladie pour laquelle vous êtes en traitement. Par exemple, si vous êtes en surpoids, que vous avez le diabète et que vous avez reçu 5 doses de vaccin, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire, je l'explique du reste dans le livre, une analyse complète, une analyse sanguine complète. Mais alors vraiment complète. Parce que c'est avec l'analyse de sang, mais une analyse complète, que l'on peut voir l'état du système immunitaire. Le nombre de globules blancs, globules rouges, etc., etc. Alors, les problèmes qui se posent, c'est que, et Jean-Marc Sabatier… Ça arrive petit à petit en plus, c'est vraiment… Voilà, c'est ce qu'avait expliqué justement le docteur Jean-Marc Sabatier en mois de décembre 2021. Il avait dit que là, le problème, c'est que les effets peuvent apparaître tout de suite, mais la plupart du temps, au bout d'un an, voire plus, c'est là que ça va se manifester. Parce que le corps n'est plus en état de réagir. J'ai rencontré, alors je ne le rapporte pas dans le livre, mais j'ai eu par exemple témoignage d'une diabétologue qui reçoit dans son cabinet maintenant depuis 2021-22 et cette année 2023 des personnes dont elle avait stabilisé le diabète, des personnes qui d'un seul coup sont venues la voir en disant « Docteur, je ne comprends pas, j'ai mon diabète qui fait du yo-yo. Ça monte, je suis crevé, il descend, j'en peux plus, je suis épuisé, ça me fatigue et pourtant je suis le traitement que vous m'avez donné, etc. etc. » Mais c'est justement là le problème, c'est que comme le système immunitaire a été dérégulé, que le système immunitaire ne joue plus son rôle, des maladies qui étaient contrôlées ne le sont plus. Et ça veut dire aussi, c'est ce que disait Michael Yeadon en 2021 ou 2022, qui était l'ancien directeur, qui a été pendant 15 ans directeur de la recherche chez Pfizer, qui était opposé à la diffusion de ces vaccins. Il a dit maintenant aux États-Unis, ici, nous avons des gens qui ont été vaccinés 4 ou 5 fois parce qu'ils ont eu peur, ils ont dit on va attraper le virus, etc. Il y a eu une campagne de terreur aussi. Hein. Et ces gens ont chopé une simple grippe, ils mettent des mois pour s'en débarrasser. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce qui peut arriver. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut dire aux gens, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a peu de médias qui en parlent. Alors, je ne parle même pas des politiques, parce que pour eux, le virus est excessivement dangereux. Rappelez-vous les déclarations de l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, de celui qui lui succède, Aurélien Rousseau, avec le porte-parole du gouvernement de l'époque, qui était Gabriel Attal. On avait des vagues d'épidémies qui allaient arriver, qui allaient être encore plus mortelles que la précédente, et qu'il fallait absolument se faire injecter, se faire vacciner avec le vaccin ARN, parce que si vous ne le faites pas, là, non seulement vous mettez votre vie en danger, mais vous mettez les autres en danger. Alors, je vais vous donner un chiffre. Septembre 2023, chiffre qui vient de l'OMS. Nombre de décès de la Covid-19, 6 900 000 personnes au niveau mondial recensées. Population sur Terre, 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que le nombre de décès rapporté au nombre d'habitants donne un taux de mortalité de 0,085%. Mais attention, sur ces 6,9 millions de décès rapportés par l'OMS, chiffre qui provient de la collecte par l'OMS des données qui sont fournies par les États.
vous avez là-dessus 90% de personnes qui sont décédées avec au moins une comorbidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes, quand elles ont été infectées par le virus SRAS-CoV-2, elles avaient au moins une maladie. Et que le fait de se faire vacciner avec ce vaccin à ARN messager, ça a eu pour effet de déréguler le fonctionnement du système rénine-angiotensine et donc de leur système immunitaire. Ce qui veut dire qu'à partir de là, elles ont été, vous avez des maladies qui ont été réactivées, Vulnérable à tout, quoi. plus ou moins rapidement. Le corps n'a plus de barrière contre l'infection. C'est ça. Donc, si vous voulez savoir le nombre de personnes qui sont décédées de la Covid-19, n'importe comment, ça peut être qu'un chiffre approximatif, mais en se basant sur les chiffres de l'ONU, 90%, 6 900 000 personnes, un peu plus, hein, ça représente, alors ça c'est sur 4 ans, hein, 2020, 2021, 2022, 2023. Hein. Ça représente une moyenne de 200 000 personnes décédées de la Covid-19 par an. Pour vous donner un ordre de comparaison, la grippe tue en moyenne chaque année, selon l'importance du virus, selon s'il est plus ou moins virulent, entre 300 000 et 650 000 personnes par an. Ce qui veut dire qu'on a un virus Covid-19 qui en réalité est dangereux, disons, comme une grippe moyenne. C'est ça. Mais en plus, tu citais l'OMS qui donne ces chiffres. Alors, on peut se permettre de se poser des questions parce qu'on verra en déroulant le livre que l'OMS, malheureusement, a été infiltré par ces labos et cette corruption généralisée. Et on verra qu'il y a eu même, on en parlera tout à l'heure, des revirements de situation sur des gens. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que, et tu l'as prouvé, toi, avec le livre Ivermectin, mais il y a eu des études sur l'ivermectine, médicament peu cher, utilisé dans plus de 40 pays qui ont eu des résultats quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Loup, sur l'ivermectine? On peut dire qu'il y a eu clairement des résultats dans plus de 40 pays et des études. Je crois qu'il y a eu plus de 100 études. Il faut dire déjà que concernant l'ivermectine, il ne faut pas quand même que je raconte des histoires, l'ivermectine, elle a été découverte, oui c'est ça, en 1974 par deux savants, un savant japonais, un chercheur japonais, M. Satoshi Omura, un biologiste irlandais, William Campbell. Et au départ, ils ont fait ces recherches et au départ, l'ivermectine était un médicament antiparasitaire. Contre la gale, tout ça, oui. Oui, voilà, contre la cécité des rivières, contre un tas de maladies. Et il a permis d'éradiquer des maladies, principalement contre des maladies parasitaires. Amérique centrale, Amérique latine, Afrique, Asie, quoi, principalement. C'est ce qui fait du reste que ces pays qui ont utilisé régulièrement l'ivermectine, ou les Indes, sont les pays d'une part où ils ont le plus utilisé l'ivermectine, donc où ils ont le moins utilisé les vaccins à ARN messager, et où il y a eu le moins de décès. Je crois que c'est dans le scandale ivermectine. Tu prends l'exemple de l'Inde qui a une partie du pays à appliquer les recommandations de l'OMS et une partie du pays à utiliser l'ivermectine et les chiffres sont parlants, quoi. Si tu veux l'expliquer, il n'y a pas photo, comme on dit. Oui, mais je vais donner un cas qui est celui de l'Inde, parce que bon, c'est quand même intéressant de savoir qu'en Inde, en mars 2021, quand l'Organisation mondiale de la santé a déconseillé l'utilisation de l'ivermectine contre la Covid-19, l'Inde est une confédération d'une trentaine d'États et il y a des États qui ont dit nous allons suivre la recommandation de l'OMS de ne pas utiliser l'ivermectine et d'autres dirigeants d'États qui ont dit nous allons nous appuyer sur les études scientifiques puisqu'il y avait déjà à l'époque en 2020-2021, il y avait déjà une quarantaine d'études sur l'ivermectine. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que, alors quand je dis qu'il y a des États qui ont utilisé l'ivermectine, c'est formidable ce qui s'est passé en Inde. C'est que dans ces États-là, les étudiants en médecine, en pharmacie, etc., ils ont été prêtés main forte aux autorités et ils ont été dans les quartiers pauvres, dans les aéroports, dans les gares routières, etc., pour distribuer l'ivermectine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on s'est aperçu au bout de 6 mois, c'est que les États qui ont suivi la recommandation de l'OMS de ne pas utiliser l'ivermectine et qui, pour certains d'entre eux, une minorité d'entre eux, ont fait acheter des vaccins à ARN messager, le nombre de cas de malades et de décès a explosé, alors que ceux qui ont utilisé l'ivermectine ont éradiqué l'épidémie. C'est pour ça, du reste, que vous n'entendez pas parler, pratiquement. Et c'est un cas qui est vraiment significatif, parce que dans un même pays, les dirigeants de certains États font le choix d'utiliser l'ivermectine, d'autres suivent la recommandation de l'OMS, et ceux qui se trouvent dans le noir aujourd'hui, ce sont ceux qui ont suivi les recommandations de l'OMS. Alors, il faut savoir aussi que c'est valable dans d'autres pays. Japon, je crois.
Au Japon, le Japon a éradiqué le professeur Satoshi Omura avec le président de l'association des médecins de Tokyo Métropole sont intervenus, ont mené campagne et en quelques mois, ils ont éradiqué dans plusieurs régions la maladie au point que l'état d'urgence a été très vite levé. Aux États-Unis, vous avez des États comme le Nebraska, par exemple, qui ont utilisé l'ivermectine, contrairement à d'autres. Où évidemment, bon, les États-Unis, c'est le siège de Pfizer. Pfizer, qui est le principal fabricant de ces vaccins ARN messagers, qu'il a mis sur le marché, du reste, en obtenant très rapidement des dirigeants de l'Union européenne des autorisations de mise sur le marché. C'est un partenaire de référence pour les dirigeants de l'Union européenne. Et quand je parle de partenaire de référence, je veux dire que depuis l'année 2000 à l'année 2023, la société Pfizer a été condamnée à plus de 10 milliards de pénalités pour des délits de toutes sortes, hein. Déclarations mensongères, pots de vin, etc., etc. Hein. Falsification, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est un partenaire de référence pour Madame van der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Vous voyez, elle discute. Elle a même été négociée secrètement en passant par-dessus le comité de l'Union européenne qui avait en charge de définir et de sélectionner qui allait fournir quel vaccin et dans quelle quantité. Elle est revenue du bureau de Pfizer en disant voilà les conditions qu'on a négociées. Il y en a pour quand même près de 40 milliards, rien qu'avec Pfizer, 40 milliards d'euros. Hein. Alors, c'est des chiffres records quand même, puisqu'il y a une enquête du reste qui est faite actuellement par la Cour des comptes européenne, qui a rendu un rapport dont je cite des extraits du reste dans Tous vaccinés, tous en danger, et où il apparaît que c'est assez extraordinaire, puisqu'il a été commandé des milliards de doses. Bon, quand vous connaissez, vous savez que la population de l'Union européenne est de 450 millions d'habitants, en gros, et que vous voyez qu'il y a eu des milliards de doses de commandées, vous vous demandez où sont passées les doses qui n'ont pas utilisées. Ça, c'est une bonne question que pourrait poser un député. Surtout que les variants, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des variants, c'était de moins en moins virulent, on s'en souvient. Et c'est vrai que c'est incompréhensible, notamment de négocier des vaccins pour 40 et quelques milliards par SMS et alors qu'elle veut pas révéler les échanges qu'elle a eus. Et c'est des questions, comme tu dis, qu'on devrait poser à nos députés et qui devraient, eux, les poser parce qu'il y a un réel souci là, quoi. Là-dessus, je vais tout de suite donner une précision. Il y a quelques députés européens. Bon, ils sont déjà hors sol, parce que les députés européens, personne ne sait trop ce qu'ils font, ni quoi, ni qu'est-ce. Ils sont dans leur truc. Mais il y en a quand même qui ont dit il y a des choses qui sont pas normales. Qu'est-ce que c'est que ces communications entre la présidente de la Commission européenne et le président de Pfizer, alors que nous sommes en pleine négociation? Et ils ont demandé des explications. Ils ont demandé est-ce qu'elle vient de s'expliquer au Parlement européen sur la manière dont elle avait agi pour traiter ce contrat et sur la manière et sur les échanges téléphoniques par SMS et autres, du reste, qu'elle avait eu avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Alors, ça a commencé à faire du bruit puisqu'il y a eu des interventions au sein de l'Union européenne, du Parlement européen, etc. Et puis, vous avez une réunion qui s'est tenue à huis clos. Écoute bien ce que je vais te dire. De tous les présidents des groupes politiques de l'Union européenne, avec le président de l'Union européenne, et ils se sont mis d'accord entre eux, je rapporte les faits à l'intérieur du livre en donnant la source, ils se sont mis d'accord entre eux pour que la présidente de la Commission européenne n'ait pas à s'expliquer devant le Parlement européen. Bon, voilà l'état de la démocratie dans l'Union européenne. C'est ça. Et après, on fait des lois pour les médias, pour la démocratie, alors que c'est que de l'habillage, en fait, puisqu'on voit clairement qu'eux ne se l'appliquent pas. Et effectivement, on a des députés. Alors, pour être juste, il y a des députés RN, Virginie Joron, mais il y a aussi des députés, de la France Insoumise, Michel Rivasi, qui fait un travail remarquable, Virginie Joron, qui monte vraiment au front pour dire, il y a un problème de démocratie et de transparence sur des problèmes de santé, qui ne devrait pas être un problème de transparence. La santé, il y a rien à cacher. Et effectivement, on dirait qu'on parle de choses, on parle de santé, quoi. On parle pas d'armes nucléaires et on voit qu'il y a une chape de plomb qui est comme ça. Si tu veux, la chape de plomb, c'est un peu le déni, parce que quand on peut mentir longtemps, mais au bout d'un moment, la vérité finit toujours par remonter à la surface, comme je dis. Alors bon, on l'a bien vu, je veux dire. Parce que vous savez, tu sais ce qui est le danger avec ce qui se passe avec ces vaccins ARN, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une hécatombe tout de suite. Je veux dire, les gens ne vont pas tomber dans la rue comme des mouches du jour au lendemain. C'est bien plus sournois que ça. Ce qu'explique Jean-Marc Savatier, ça veut dire que
ça a dérégulé ton système immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première barrière de défense contre les infections, elle ne joue plus son rôle. Ça Ton veut dire antivirus général, quoi. Ton voilà, ça veut antivirus. dire que tu peux très bien, si tu as une comorbidité, une maladie, ça peut se réveiller d'un seul coup et puis se traduire de manière très grave, puisque ton système immunitaire ne réagit pratiquement plus. Mais ça veut dire aussi qu'on a vu des gens qui ont été vaccinés qui sont décédés d'un seul coup. Du reste, dans le livre, tu as vu, je donne plusieurs pages sur des témoignages que j'ai récoltés et qui ont été récoltés aussi par mon ami, le cinéaste Raphaël Berland, qui a fait un film, du reste, sur les effets secondaires des vaccins. Donc, c'est important de savoir que, je veux dire, c'est le caractère sournois. C'est-à-dire que c'est pas t'en as qui sont tombés tout de suite. T'as eu des thromboses, t'as des maladies qui commencent à apparaître. Du reste, il y a des gens qui disent, ah, mais il n'y a pas d'hécatombe autour de moi. Alors moi, je les invite à regarder les statistiques où il apparaît depuis 2 ans qu'il y a une surmortalité qui est inexpliquée. Alors, quand on fouille un peu, on s'aperçoit que cette surmortalité, elle apparaît où? Elle apparaît uniquement dans les pays qui ont utilisé les vaccins à ARN messager. C'est vrai. Alors, c'est important. Et il y a autre chose qu'il faut savoir aussi, quand même, c'est que les pays où il y a eu le plus de décès et qui sont aujourd'hui le plus en difficulté, c'est pour ça que je dis que les propos du ministre Rousseau, c'est criminel d'appeler les gens à se faire injecter ces produits quand on sait les catastrophes qui sont en train d'être provoquées. Parce que quand même, l'Union européenne et les États-Unis, qui sont, avec le Canada, les pays où il y a eu la plus grande diffusion de vaccins à ARN messager, sont les pays qui sont le cœur de l'épidémie Covid-19. Je pense que quelque part, il faut le dire et le répéter aux gens, parce que c'est quelque chose qui devrait interpeller, ça. Comment se fait-il qu'après nous avoir dit tous protégés, tous vaccinés, les gens qui se trouvent dans les pays où ils ont été le plus vaccinés sont ceux où il y a eu le plus de décès et sont ceux où il y a la surmortalité aujourd'hui? Expliquez-moi un peu. Alors, si tu veux, je vais te donner parce qu'il faut quand même le citer, ça, pour te dire jusqu'où va le mensonge. Parce que Aurélien Rousseau, il fait que suivre la doxa et l'environnement qui existe au sein du ministère de la Santé. Et il a été mis là pour ça, je dirais. Dont ses prédécesseurs ont déjà donné la tonalité. Et je pense notamment à Olivier Véran. Rappelez-vous, Olivier Véran, qui était le promoteur des vaccinodromes, qui appelait les gens à aller se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est vous protéger et c'est protéger les autres. Ne soyez pas égoïstes. Et qu'est-ce qu'il écrit, Olivier Véran? Parce que ça, il ne le dit pas quand il va dans les plateaux de télévision ou quand il est invité très longuement par de nombreux journalistes et par de nombreux médias. En mars 2021, il se trouve qu'Olivier Véran dépose un mémoire devant le Conseil d'État suite à une mise en cause. Qu'est-ce qu'il écrit dans ce mémoire au moment même où il invite les gens, comme son successeur Aurélien Rousseau, à se faire vacciner avec les ARN messagers? Je cite juste quelques passages, je ne vais pas tout citer que je reprends dans le livre. Voilà ce qu'il dit. Dans le mémoire, donc, qu'il produit devant le Conseil d'État. L'efficacité des vaccins n'est que partielle. Plus loin, dès le stade des essais de ce vaccin, il n'y avait donc pas de garantie d'immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administrer. C'est quand même pas mal, hein. Plus loin encore, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinsertion post-vaccinale du fait d'une immunosénescence ou de la virulence d'un variant. Alors, il va même plus loin. Même lorsqu'il y a une efficacité sur les personnes concernées, en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L'impact de la vaccination sur la propagation du virus n'est pas encore connu. Bon, mais c'est aussi d'importance, c'est ce qu'il écrit noir sur blanc. Dès le stade des essais de ce vaccin, il n'y avait donc pas de garantie d'immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administrer. Bon, alors, quand vous écrivez des choses comme ça, moi, je veux savoir quel Véran il faut croire. Le Véran qui va dans les médias et qui dit qu'il faut se faire vacciner, ou le Véran qui est côté court au Conseil d'État et qui dit non, mais il n'y a aucune assurance sur l'efficacité des vaccins. Alors, il y a clairement un mensonge. Alors, voilà, pourquoi ce discours? Alors, ce qui est plus grave, c'est qu'Aurélien Rousseau, lui, il vient, ça c'est en 2021, il vient plus de 2 ans après pour tenir le même discours. Alors, il faut quand même qu'il s'explique, le ministre de la Santé, sur le fait de savoir si ces vaccins sont efficaces ou pas, parce que l'inefficacité est prouvée, savoir s'ils sont dangereux ou pas, parce que scientifiquement, il est prouvé qu'ils sont dangereux, et ils sont même très dangereux parce que les effets sont sournois, ils ne viennent pas tout de suite, ça peut survenir tout de suite, mais c'est pas ce qui domine, ça va surtout provoquer ou réanimer des maladies, ou laisser le corps ouvert à n'importe quelle infection qui peut se produire. Donc, c'est quand même fou d'amener des gens
à se faire injecter. Alors, je comprends pas. Je comprends pas parce que je prends le cas d'Aurélien Rousseau, mais ça vaut pour les prédécesseurs, hein. On va l'écouter d'ailleurs après. Mais vas-y, je te laisse terminer. Ah, vas-y, je commenterai après alors. Avant de passer Ouais, à Aurélien Rousseau, attends, je pense qu'il veut dire quelque chose. c'est ça. Donc, moi, je vais évoquer 3 ou 4 points. Comme ça vous laissera le temps de réfléchir pendant la vidéo aussi après. Il y a la notion de moyen et long terme, dont on ignore totalement la portée. On ne sait pas. C'est le flou artistique. Est-ce qu'on va avoir des générations de cancers spontanés qui vont arriver d'un seul coup d'ici 20-25 ans, là, des nouveaux trucs qu'on ne sait pas d'où ça vient. Le deuxième indice, j'avais vu une émission, un journaliste citait des laboratoires qui recréaient artificiellement des virus ayant cessé d'exister. Donc, on parle de virus qui sont censés ne plus exister. On se dit, on est en train de fragiliser notre truc. Il y a un effet levier business qui est hyper intéressant à recréer artificiellement des virus qui n'existent plus, d'affaiblir la structure humaine, le corps, et voilà, avec des vaccinations, etc., etc. Je me dis que ça fait, voilà. Et la troisième question, qui est aussi, je trouve, importante, c'est à quel moment on considère que ces choses-là ne sont pas un gain pour l'humanité, mais sont des armes bactériologiques avec un effet levier économique sur des populations qu'on veut asservir. Parce que c'est la réalité, moi, quand je vois tout ça, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Voilà, j'espère que j'ai été assez succinct. Oui, Jean-Loup, Oui. si tu veux répondre. Oui, alors, il y a beaucoup de choses. Une chose déjà, c'est que je vois un intervenant qui dit, mais le ministre dit que c'est un nouveau vaccin. Sauf que c'est un vaccin à ARN messager et que ce qu'explique justement Jean-Marc Sabatier, c'est que ce qui est dangereux, justement, ces vaccins ne sont pas au point. Les vaccins à ARN messager, qu'ils soient nouveaux ou anciens, que ce soit celui d'aujourd'hui ou celui d'hier, ne sont pas au point. Et il explique très bien dans le livre, mieux que ce que je disais tout à l'heure, en donnant moult détails, comment les composants qui protègent l'ARN messager de la destruction sont dangereux pour le système rénine-angiotensine, qui lui-même régule le système immunitaire. Après, pour ce qui est de l'arme bactériologique, là, je ne peux pas répondre sur cette question parce que ça demande une enquête très précise. Il faut faire très attention quand on tient des propos ou qu'on se pose cette question. Il faut avoir des sources vraiment fiables. Alors, ce que je peux dire, par contre, parce que j'ai aussi commencé à mener une enquête sur cette question, c'est que ce qui m'a interpellé, c'est, rappelez-vous, Monsieur Trump, c'est le virus chinois. Rappelez-vous le responsable de la CIA, l'agence de renseignement sous Trump, qui déclarait c'est le virus qui a été lancé par le Parti communiste chinois. Je me dis, tiens, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et je me suis intéressé à savoir, mais pourquoi ces déclarations et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis au même moment? Alors, il faut savoir qu'il y a aux États-Unis des laboratoires qui travaillent sur des armes bactériologiques, effectivement, sur différents virus, dont des coronavirus. Il y a notamment le virus SRAS, fait partie de ces virus, et ils sont étudiés de façon à les rendre en armes, à les transformer en armes biologiques, c'est-à-dire leur donner ce qu'on appelle un gain de fonction, c'est-à-dire faire qu'ils soient le plus meurtriers possible. Alors, il faut savoir qu'il y a eu aux États-Unis de très nombreux incidents dans plusieurs laboratoires, soit des laboratoires privés qui travaillent pour l'armée, soit des laboratoires qui sont directement sous le contrôle de l'armée. Il y a notamment à Fort Detrick, qui se trouve à une centaine de kilomètres de Washington, qui est un laboratoire qui travaille notamment sur ces armes biologiques. Il y a eu 2018 et début 2019 des incidents graves avec notamment toute une partie de l'évacuation des eaux usées qui a été détruite. Les travaux n'ont pas été faits tout de suite. Autre fait qui se passe aux États-Unis dans la même période, 2018, début 2019, apparaît ce que les scientifiques vont appeler une étrange maladie. C'est-à-dire que des gens vont se retrouver à différents endroits, comme par hasard, dans la proximité de ces laboratoires, mais ça, après, ça reste à établir le lien de cause à effet, avec des maladies pulmonaires du style de celles que provoque le virus SRAS-CoV-2. Et ces gens-là ont des symptômes pratiquement identiques à ceux qu'ont les gens qui sont infectés par le virus SRAS-CoV-2. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que vont se tenir au mois d'octobre 2019 à Vannes les Jeux militaires mondiaux, au mois d'octobre 2019.
Et pour la première fois dans leur histoire, les athlètes des États-Unis ne remporteront aucune médaille. Mais il y a quelque chose d'autre qui se produit, c'est que non seulement au sein de l'équipe des États-Unis, mais aussi d'autres équipes, y compris de l'équipe de France, de l'équipe de Suisse, de l'équipe de Belgique et d'autres pays, des champions sportifs vont être atteints, curieusement, vont présenter les mêmes symptômes que ceux de la Covid-19. Alors, c'est une question que je pose, mais qu'on ne peut pas poser comme ça. Je veux dire, il faut relier les faits entre eux, il faut travailler sur l'exactitude des faits avec une très grande précision avant de faire de telles affirmations. Donc, ce que je constate, moi, pour le moment, c'est que vous avez une concordance de faits qui milite pour dire que le virus a pu être volontairement ou non importé des États-Unis. Parce que vous avez avant les Jeux militaires mondiaux aux États-Unis, et c'est le seul pays où ça arrive, des personnes qui tombent subitement malades avec les mêmes symptômes que ceux de la Covid-19. Vous avez les Jeux militaires mondiaux qui se passent avec des athlètes qui arrivent en pleine forme de différents pays et qui chopent sur place, c'est-à-dire dans un endroit confiné où les sportifs mangent ensemble, vont dans des vestiaires, etc., qui se retrouvent contaminés et qui présentent les mêmes symptômes et qui rentrent chez eux après avec ces symptômes. Et surtout, faut pas en parler. Si vous interviewez le service de presse du ministère des Armées là-dessus, ça n'a rien à voir évidemment avec la Covid-19. Mais bon, donc c'est pour dire que moi, je n'ai pas encore les éléments nécessaires et suffisants pour dire que c'est une arme bactériologique. Mais effectivement, parce qu'il faut savoir, attends, que les milieux impérialistes de Washington sont très vicieux. Ils peuvent très bien faire porter le virus sans que les gens sachent qu'ils sont porteurs du virus. Il faut voir comment ils ont utilisé les armes bactériologiques pour tenter de détruire la récolte de canne à sucre à Cuba. Comment ils ont utilisé d'autres virus pour détruire la filière porcine à Cuba, pour essayer de déstabiliser le régime en pensant que ça allait provoquer des troubles, pour provoquer des épidémies. Donc, c'est pas la première fois que les États-Unis utilisent des armes bactériologiques. Rappelez-vous le Vietnam avec l'agent orange, où vous avez des millions de tonnes qui ont été déversées sur des forêts, sur des populations, et vous avez encore aujourd'hui des enfants qui naissent avec des malformations. S'il y a un pays au monde qui est le pays de la guerre bactériologique, c'est bien les États-Unis. D'ailleurs, c'est le seul pays qui s'oppose à un contrôle de ces laboratoires. Je veux dire, en Chine ou en Russie, une organisation internationale peut très bien aller contrôler, à la demande d'un organisme international, les travaux qui sont faits dans des laboratoires. Les États-Unis s'opposent formellement à ce qu'il y ait un contrôle des travaux qui sont faits dans leur laboratoire. Il y a un rapport du reste qui a été déposé à l'ONU quand ils ont utilisé un virus contre Cuba. Donc j'en parle dans Faut-il brûler l'ONU, mais brièvement. C'est des choses qui demandent des gros travaux, parce qu'on touche à la science et toujours dans ces cas-là, il faut expliquer simplement des phénomènes qui sont parfois très complexes. Parce que la mise au point d'une arme bactériologique, ça demande du temps, mais ça demande aussi des essais. On est d'accord, mais moi mon propos n'était pas forcément je pense pas avoir été dans l'affirmation, et si c'est le cas je m'en excuse parce que ce n'est pas du tout d'être dans une forme d'affirmation. C'était, il est où le point médian entre les travaux qu'on fait sur un virus, on les fait parce qu'on sait que la nature peut créer des trucs bizarres et on veut se prémunir contre un désastre, un fléau que nous enverrait Mère Nature, et travailler sur quelque chose de plus vicieux et sournois. Elle est où la limite? Moi, la question, elle est là. Je dis pas aux gens, c'est ci ou c'est ça. Je dis juste, elle est où la limite? Que moi, mec lambda, je puisse raisonner en me disant, ok, le point zéro, il est là. Et derrière, si ça va à gauche, c'est que c'est pour le bien de l'humanité. Si ça va vers la droite, c'est que c'est un peu plus vicieux. Où je dois me placer, moi, mec lambda? C'était ça mon interrogation. La limite, elle est difficile à définir. On le voit bien avec la question de ces vaccins à ARN messager. Ils ont obtenu des autorisations de mise sur le marché par des autorités qui n'avaient que la documentation qui a été fournie par les fabricants, documentation qui ne prend en compte que l'efficacité de laboratoire, si je puis dire. Pas l'efficacité réelle, l'efficacité potentielle. Donc, à partir de là, ils ont obtenu des autorisations de mise sur le marché très rapidement. Et vous avez eu le cas, parce que ce que j'explique aussi dans le livre, c'est ce que je dis par rapport à l'ivermectine. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment l'OMS peut-il déconseiller l'utilisation d'un médicament alors qu'il existe aujourd'hui, puisque Porthos, tu posais la question tout à l'heure. Là, le point à la fin du mois de
septembre, 2023. octobre. Il existe aujourd'hui 99 études sur l'utilisation de l'ivermectine contre la Covid-19, réalisées par 1089 chercheurs avec le concours de près de 138 000 patients de 28 pays. Alors, si le ministre de la Santé français, M. Aurélien Rousseau, il n'a pas été informé par son comité de surveillance et de prévention, etc., des risques sanitaires, par le COVARS, d'une part de l'efficacité de l'ivermectine et d'autre part des travaux de ces chercheurs, soit il faut virer le COVARS, et je pense qu'il est temps qu'il s'intéresse à la réalité des faits avant de faire des déclarations comme il en fait, où il appelle les gens à se faire injecter un pseudo-vaccin à ARN messager qui, en l'état, est dangereux. Ça, je veux dire, les preuves scientifiques existent. Alors, Aurélien Rousseau, après tout, M. Macron a bien été rencontrer le professeur à Marseille, là, le professeur Raoult, mais Aurélien Rousseau peut très bien rencontrer Jean-Marc Sabatier. Il va lui expliquer pourquoi ces vaccins à ARN sont dangereux. Jean-Marc Sabatier travaille là-dessus avec son équipe depuis plus de 4 ans. Donc, je pense qu'il maîtrise parfaitement la question. Et c'est un chercheur qui fait un sacré travail. Et du reste, M. Aurélien Rousseau aurait d'autant plus intérêt à le rencontrer que, d'une part, ça lui permettrait de rétablir son discours. Ensuite, ça éviterait de ponctionner les caisses de l'État pour acheter à l'Union européenne des vaccins qui sont dangereux et qui sont en train de provoquer une surmortalité. Et en plus, ça permettrait aussi d'arrêter de mettre les caisses de la sécurité sociale à contribution quand on a un médicament qui s'appelle l'ivermectine, dont il est prouvé scientifiquement qu'il est efficace à tous les stades de la maladie, mais aussi en prévention. Alors la question que je pose, pourquoi ne pas avoir utilisé l'ivermectine pour les infirmières, pour les gendarmes, pour les sapeurs-pompiers, etc., etc., pour tous ces fonctionnaires qui sont au contact du public? Ça aurait évité de renvoyer chez elles du jour au lendemain, et ça c'est la honte de la France, hein. Je dis de la France parce qu'il y a la décision du président de la République, de son Premier ministre, M. Castex, et de M. Véran, et tout l'appareil administratif. Mais moi j'ai vu, quand vous voyez dans des hôpitaux des infirmières qui sont renvoyées du jour au lendemain parce qu'elles refusent de se faire injecter un produit sur lequel elles avaient un doute à l'époque. Et aujourd'hui, la science prouve qu'elles avaient raison d'avoir un doute. Exactement. Quand vous voyez ces femmes et ces hommes qui sont renvoyés du jour au lendemain et que dans les services, pratiquement personne ne bouge, ça pose quand même une question, hein. Ben justement, on va aborder après la partie un peu troublante, notamment à travers le docteur Hill et le docteur Owen. Mais avant ça, comme promis, on va passer le petit morceau d'Aurélien Rousseau. C'est risible, mais en même temps, c'est grave, quoi. Allez, ça dure pas longtemps. Ouh, c'est chaud pour Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Tout a commencé avec cette petite phrase qu'il a prononcée au micro de France Inter le 3 octobre. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Quoi? Pas d'effet secondaire. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Dis-moi Aurélien, s'il n'y a pas d'effet secondaire, comment se fait-il que l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, a déjà indemnisé 91 personnes victimes de myocardite et autres pathologies suite aux injections? Concernant les indemnisations des victimes de la vaccination du Covid-19, vous avez donné des chiffres de dossiers reçus, vous avez parlé des myocardites, des péricardites, qu'en est-il des thromboses, des embolies pulmonaires? Je me doutais que ce sujet vous intéresserait. Donc sur les 91 victimes indemnisées, 48% péricardite ou myocardite, 11% de troubles neurologiques, 9% AVC, thrombose, embolie pulmonaire, 4% des troubles articulaires, 4% troubles dermatologiques, et le restant, ce sont des troubles divers. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Même Jean-François Delfrécy, l'ancien président du Conseil scientifique durant la crise Covid, est obligé de reconnaître qu'Aurélien Rousseau, il raconte des conneries. Professeur, quand vous entendez Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, cette semaine, qui dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire à la vaccination du Covid avec le nouveau vaccin, est-ce qu'il a raison de le dire comme ça? Allons, un bon mouvement parle. Sur le fond, non, il n'a pas tout à fait raison, si je peux dire, puisque tout vaccin peut entraîner chez une personne donnée un effet secondaire. Ah! Le montage est très bien fait, je trouve. Ah, c'est un excellent rappel des faits. Moi, je trouve que, encore une fois, rien ne vaut la confrontation des faits.
Et quand on voit monsieur Jean-François Delfrécy qui dit que tout vaccin entraîne des effets secondaires, il a, à mon avis, oublié de dire quelque chose, c'est que les effets secondaires qui sont liés au vaccin à ARN messager sont bien plus importants, mais alors de manière complètement inédite dans l'histoire de la vaccination, que ce que l'on a connu jusqu'à présent avec l'ensemble des vaccins au niveau mondial. Et ça, c'est constaté par toutes les agences de pharmacovigilance. Je veux dire, ce ne sont pas des inventions de Jean-Louis Imbert. Hein. Quand vous allez sur VAERS aux États-Unis, Open VAERS, vous avez le descriptif, l'analyse. Vous allez même sur le site de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé en France, et vous constatez quand même qu'il y a des effets secondaires comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la vaccination en France. Alors, c'est pour ça que... Alors, de part, c'est un nouveau vaccin parce que c'est un vaccin à ARN messager qui est conçu de la même façon et qui va donc provoquer des réactions semblables, c'est-à-dire dérégulation du système rénine-angiotensine et derrière ça, dérégulation du système immunitaire. Mais est-ce qu'on peut dire, Jean-Loup, que c'est vraiment un vaccin? Parce qu'il ne faut pas oublier que je crois que c'est la troisième phase. Pseudo-vaccin, excuse-moi. Voilà. Parce qu'un vaccin réel, il faut quand même entre 8-10 ans pour justement tester les effets secondaires à long terme. Excuse-moi de t'interrompre. Je vois ce que tu vas me demander comme question. C'est vrai. Alors, on va te répondre, oui, mais il y avait urgence. Alors, moi, je dis, s'il y avait urgence, c'est vrai. Mais moi, je veux savoir à partir de quoi il y avait urgence, à partir de quelles données il y avait urgence. Parce que quand on regarde aujourd'hui le taux de létalité, le taux de mortalité au niveau mondial, 4 ans après, je ne la vois pas, l'urgence. Hein. Ou alors, il faut mettre toujours la grippe, il faut que tout le monde soit en état d'urgence. Je veux dire, les chiffres qui sont produits même par l'Organisation mondiale de la santé ne permettent pas d'affirmer qu'il était nécessaire de déclarer un état d'urgence. Donc, c'est ça quoi qui est important. Alors, on te dit il y a urgence sanitaire parce que le vaccin est dangereux. Déjà, le vaccin, il ne s'est pas avéré dangereux. Et puis ensuite, il y a quand même une autre question qui se pose, c'est ce que j'ai dit, moi. Personne n'a pris en compte qu'il y avait un vaccin qui était peu coûteux, qui était efficace à tous les stades de la maladie et qui était même efficace de manière préventive, qui s'appelle l'ivermectine. Alors, c'est vrai, il avait un défaut. L'ivermectine a un défaut, il ne permet pas au laboratoire de réaliser des milliards d'euros de profit. Exactement. Avant de choisir entre la santé des Français et les intérêts privés des labos privés. Et tu sais, tu parlais des morts de la Covid. Chaque jour, il y a 25 000 personnes qui meurent de la faim. Hein. Et en termes de chiffres réels, si on compare, ça n'a pas de commune mesure. Mais bon, effectivement. Oui, chaque année dans le monde, 3 millions d'enfants, de personnes qui décèdent de la malnutrition. Exactement. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, comme Macron a rencontré à Marseille le professeur, rappelle-moi son nom. Raoul. On le voit moins qu'avant. Hein. Raoul. Le professeur Raoul. Qui dit Raoul pourquoi est-ce que M. Aurélien Rousseau ne va pas rencontrer le docteur Jean-Marc Sabatier, qui est à l'avant-garde de ses travaux au niveau mondial, qui travaille avec des chercheurs à travers le monde, dont ceux de Chine. Jean-Marc Sabatier, c'est pas un petit chercheur anonyme au fond d'un labo qui rentre chez lui à 17h30. Hein. C'est un chercheur passionné comme beaucoup de chercheurs. Et il est quand même membre de 70, que je dise pas de bêtises, excusez-moi, il est membre de 70 comités de rédaction de 70 revues scientifiques. Il a été auteur de 35 livres. Il était lui-même auteur de 55 brevets. Il a travaillé avec le réseau des instituts Pasteur. Il est invité à l'expertise de manuscrits soumis pour publication dans 106 revues spécialisées. C'est l'un des chercheurs de France les plus publiés, sauf en France. Alors là, visiblement, c'est curieux. Moi, je trouve qu'il y a un bon sujet pour les médias et il y a un bon sujet surtout pour le ministère de la Santé. Moi, si j'étais ministre de la Santé à sa place, que je fasse des déclarations comme ça, il peut encore reconnaître qu'il a été trompé. C'est la question que je pose à la fin du livre. Si tu me permets, il n'y a que deux hypothèses. Hein. Il faut arrêter d'endormir les gens. La première, l'appareil administratif, c'est-à-dire toutes les principales administrations du ministère de la Santé qui travaillent sur ces questions d'épidémie, de recherche, vaccins, etc., etc. Plus les comités qui ont été mis en place par le président Macron. Je pense au Conseil scientifique, au CAR, Comité Analyse, Recherche, Expertise, et au COVARS, qui leur a succédé après. Soit ces gens-là ont joué leur rôle et ils ont informé le pouvoir politique que ces vaccins étaient dangereux. Les preuves scientifiques existent, que les effets secondaires étaient sans précédent dans l'histoire de la vaccination et étaient dangereux, provoquant des milliers de décès. Et les preuves existent. Et qu'il existait un médicament qui mettait un médicament, l'ivermectine, qui permettait de soigner de la Covid-19.
dont les preuves scientifiques attestent de sa sûreté et de son efficacité. Alors, dans ce cas-là, soit le pouvoir politique a suivi les recommandations de son administration qui n'a pas joué son rôle. Dans ce cas-là, il faut poser des questions à l'administration. Soit l'administration a joué son rôle et le pouvoir politique a passé outre. Alors, dans ce cas-là, il faut que M. Macron et le Premier ministre et ministre de la Santé s'expliquent. Parce que, attendez, là, ça fait quand même 4 ans, hein. 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 4 ans qu'il y a des gens qui décèdent, 4 ans qu'il y a des gens qui avaient des maladies qui étaient stabilisées, qui se retrouvent aujourd'hui confrontés au pire problème, avec une épée de Damoclès sur la tête. Vais-je mourir demain? Il faudrait quand même sortir un peu des bureaux et aller au-devant de la science. Scandaleux, tu as raison. C'est scandaleux. Mais après, à la lecture de ton livre et des précédents, quand on voit comme l'OMS a été corrompue, et on va en parler notamment du revirement du docteur Hill, hein, qui avait participé aux études d'ivermectine et puis qui d'un coup... Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement la corruption est généralisée? Quand on prend l'exemple de Véran que tu citais tout à l'heure, qui devant la commission dit il peut y avoir des problèmes, des effets secondaires, et qui sur les plateaux télé est un véritable VRP de ces vaccins et un discours autre, quoi. Est-ce que le mal n'est pas profond, quoi, Jean-Loup, en termes de corruption ou de... Le mal est profond, mais quand on touche à la science, c'est très difficile parce que tu as toujours le doute. Un bon chercheur n'arrête pas de douter. C'est comme un journaliste un peu qui tombe devant les bilans truqués d'une grande société bancaire à vocation internationale, tu vois. Tu te dis, c'est pas possible, il y a des commissaires aux comptes qui certifient les bilans, il n'y a pas des milliards comme ça qui ont pu disparaître ou qui ont pu être confisqués à leurs propriétaires. Les bilans sont certifiés. Donc, tu vois, le scientifique, lui, se trouve face à des problèmes qui sont complexes. Et au bout d'un moment, tu vois, par exemple, avant que Jean-Marc Sabatier dise « ces vaccins à ARN messager ne sont pas au point actuellement, ils sont dangereux », et je vais expliquer pourquoi. Tu vois, mais avant qu'il puisse dire ça, il affirmait, il a passé des mois de travail et sans compter les heures, je veux dire, pour pouvoir l'affirmer. Tu vois, il parle pas au conditionnel. C'est pas un politicien ni un employé aux écritures. Hein. Il a été censuré. Hein. Il a été censuré. Tiens, qu'il a visé juste, quoi. Voilà. Question. Alors, ça, c'est pour te dire la difficulté là-dessus de savoir à quel moment tu es dans la vérité ou pas. Concernant la corruption, c'est plus vicieux que ça, parce que là, tu arrives dans un domaine où tu n'as pas forcément la corruption. Alors, j'en parle dans le livre, il y a eu des recherches qui ont été faites par des chercheurs sur les conflits d'intérêts dans le domaine de la science. C'est passionnant, hein. Passionnant. Tu as vu ce que j'explique dans le livre. Je vais pas revenir là-dessus maintenant parce que ça serait trop long à expliquer. Mais tu as 3 types le financement de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Tu as 3 types de financement. Tu as les financements, les contributions des États, bon, qui sont calculés. C'est un pourcentage en fonction de la richesse des États, du produit national brut. Tu as les contributions après qui peuvent être volontaires, si tu veux, qui sont données par des États ou par des fondations privées. Mais là, à ce stade-là, c'est encore l'OMS qui décide de l'utilisation des fonds. Par exemple, une fondation peut très bien dire, bon, ben, nous, on a à cœur d'investir ou de soutenir tel projet dans tel domaine. Est-ce que l'OMS est intéressée? Comment ça peut se passer? Et puis, il y a un 3e type. Ce sont les contributions qui sont données à l'Organisation mondiale de la santé, dont les fondations décident de l'utilisation, dont les donateurs décident de l'utilisation, que ce soit des États ou que ce soit des fondations privées, associations ou autres. Et là, l'OMS n'a plus son mot à dire. C'est-à-dire que... Voilà, c'est-à-dire que la fondation, je prends l'exemple de fondation Bill et Melinda Gates au hasard, hein, il y en a d'autres, hein, dit, moi, je veux lutter contre telle maladie dans tel pays. Est-ce que l'OMS, qui dispose d'un réseau de fonctionnaires, d'une structure sur place, qui a l'habitude des contacts avec les administrations pour régler les problèmes de santé, peut prendre en charge ma donation? Donc, l'OMS prend en charge les fonds, mais, et c'est ce que m'expliquait Mariam Bakro quand je l'ai rencontré en 2001, il me disait, mais on a, par exemple, grandes fondations, bon, il m'a cité d'autres noms, hein, qui arrivent et puis qui disent, on va investir tant de centaines de millions dans tel domaine. Et il me dit, quand tu regardes de plus près les choix qui sont faits, parce que c'est la fondation qui décide du pays et de l'utilisation des fonds, tu t'aperçois que le pays choisi par la fondation, c'est comme par hasard une ancienne colonie de l'État qui propose de faire la donation, et tu t'aperçois également
que les produits qui vont être proposés pour être diffusés dans son pays, ce sont des produits dont la fondation à elle-même, soit directement, soit indirectement, est actionnaire ou possède une partie de la propriété du capital. Donc, tu vois, c'est pas de la corruption. On oriente, si tu veux, on oriente la politique de l'OMS en fonction d'intérêts privés. Voilà. C'est du clientélisme, oui, on va dire. Voilà. Pour être... Alors là, si tu veux, avec le cas de l'ivermectine, comme je le montre dans le livre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement les puissances financières, etc. Ça, c'est autre chose au sein de l'OMS. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est comment l'Organisation mondiale de la santé peut déconseiller au mois de mars 2021 l'utilisation d'un médicament dont il est scientifiquement prouvé qu'il est efficace et sûr contre la maladie Covid-19 en l'occurrence. Alors, ce qui se passe, si je peux raconter brièvement l'histoire, c'est que à la au mois d'octobre 2020, l'UNITAID, qui est l'organisme auprès de l'OMS qui a en charge la promotion des vaccins à travers le monde, commande une mission à Andrew Hill, qui est un chercheur de l'université de Liverpool. Et l'UNITAID dit, voilà, nous voudrions savoir quel est l'intérêt d'utiliser l'ivermectine contre la Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous faire une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de toutes les principales études qui ont été publiées sur ce médicament? Alors, je précise, dans le cadre de l'utilisation sur l'homme contre la Covid-19, parce qu'il existait beaucoup d'autres analyses avant sur les animaux, mais aussi sur l'homme, mais par rapport à des maladies parasitaires. Là, c'est contre le virus Covid-19, tenant compte qu'au fur et à mesure de l'utilisation de l'ivermectine, les chercheurs se sont aperçus que l'ivermectine était non seulement efficace contre des parasites, mais qu'elle avait des propriétés anticancéreuses, antivirales, contre le virus de la grippe A, le virus Zika, etc., etc. Donc, l'UNITAID cherche ce chercheur de faire cette méta-analyse, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire une analyse des principales analyses. Au bout de 3 mois, Andrew il a terminé ses travaux avec son équipe, 35 chercheurs, je crois, et ils ont trouvé les résultats et ils disent « c'est formidable, on a un médicament qui va permettre d'arrêter la Covid-19 ». Il cite lui-même, je le cite dans le livre. Dans le livre, oui. Ouais, il dit, mais c'est formidable, ça réduit de 75% l'hospitalisation, ça permet de réduire les délais d'hospitalisation, ça permet de réduire la mortalité. Et en plus de ça, ce médicament est même utilisable de manière préventive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment attaquer la Covid-19 à tous les étages, si j'ose dire. Et il commence à faire des déclarations, donc dans la presse, quelques déclarations. Et puis à la fin du même mois, alors là, subitement, revirement de situation, ouais. Andrew Hill découvre que l'ivermectine manque d'analyse, on n'est pas bien sûr des résultats, il faudrait poursuivre les recherches, etc., etc. Alors, il se trouve qu'il y a il existe en Angleterre un groupe qui s'est constitué, qui s'appelle le BIRD Group, British Ivermectin Recommendation Development. C'est un groupe de chercheurs, de scientifiques, qui s'est au départ des scientifiques, des chercheurs du Royaume-Uni, et puis ça s'est élargi après. D'autres chercheurs les ont rejoints à travers le monde, des États-Unis, d'Australie, de Russie, de Chine, d'Inde, etc., d'un tas de pays, pour faire la promotion de l'ivermectine, en disant on a un médicament qui permet de se faire barrage à la Covid-19 et au virus SARS-CoV-2. Et voyant les déclarations de Hill, contradictoires, en un mois, la responsable, la directrice du groupe BIRD, qui est le docteur Tess Lawrie, qui est réputé au niveau international, appelle Hill et lui dit faut qu'on ait un entretien là. Alors elle l'appelle et ils prennent rendez-vous, elle discute avec lui en visioconférence. Elle lui dit, mais attends, faut que tu nous expliques parce qu'on comprend pas bien là. Il y a un mois, tu dis, l'ivermectine, c'est un médicament efficace, c'est formidable, on va pouvoir stopper la Covid-19, c'est efficace à tous les stades de la maladie, c'est efficace en préventive. Et elle lui dit, ça tombe bien parce que nous, on a fait des études aussi, on regroupe des études à travers le monde et il se trouve qu'on arrive aux mêmes conclusions. L'ivermectine est sûre et efficace contre la Covid-19. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu viens dire aujourd'hui que ça manque d'analyse ? Oui, mais alors tu comprends, alors il répond, il ne sait pas trop comment lui répondre, il dit, mais je suis en difficulté, c'est pas aussi facile que ça. Alors Tess Lawrie lui dit, attends, il faut combien de morts là? Il faut combien de morts pour que l'ivermectine soit utile, soit efficace et sûr? Explique-nous, parce que là, on ne comprend pas.
oui, mais tu comprends, mais elle lui dit, Tess Lawrie lui dit, mais peux-tu nous dire, est-ce que l'United peut intervenir sur tes conclusions? C'est compliqué, je ne peux pas dire. Attends, tu peux pas dire. Dis-nous qui? On va les appeler, nous. On va discuter avec nous. Là, c'est terrible ce qu'il dit. Et alors, il dit, mais c'est un lobby très puissant. Je ne peux pas m'expliquer comme ça, mais c'est promis, je vais reprendre les recherches, je vais continuer les recherches, etc., etc. Il ne reprendra jamais les recherches. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aux États-Unis, il y a un journaliste qui va chercher dans les métadonnées du fichier numérique, parce que Andrew Hill a prépublié, avant même que l'étude soit, avant même de la publier, il fait une prépublication sur un site scientifique aux États-Unis, ResearchGate, et il se trouve que le journaliste aux États-Unis, par curiosité, va chercher dans les métadonnées, c'est-à-dire ce sont des données du fichier numérique qui sont dissimulées, qui n'apparaissent pas. Par exemple, quand tu as un fichier PDF, tu peux faire un clic dessus et tu as une fenêtre qui apparaît. Et tu as le nom de l'auteur, la date du document, le nombre de pages du document, s'il a des dessins, s'il s'en a pas, qui intervient sur le fichier, à quelle date, etc., etc. Et donc, le journaliste s'attend à trouver le nom d'Andrew Hill. Mais pas du tout. Il trouve un autre nom dans le fichier d'Andrew Hill, la première étude d'Andrew Hill, donc qui est prépubliée, qui dit que l'ivermectine marche, qu'elle fonctionne. Et il trouve le nom d'Andrew Owen. Puis bon, lui, il fait ses recherches, il s'arrête là. Et puis moi, je vois ça, je vérifie, bien sûr. Je tombe sur les mêmes faits que lui. Et je me dis, qui est ce monsieur, ce monsieur Andrew Owen? Alors, il se trouve que c'est un chercheur également de l'université de Liverpool, comme Andrew Hill. Et alors, Andrew Owen, donc, il est membre de plusieurs sociétés scientifiques, etc. Un chercheur qui a une cinquantaine d'années passées. Et Andrew Owen, je le trouve alors sur une plateforme aux États-Unis. Et puis, donc, je contacte cette plateforme aux États-Unis. Apparaît dans son... Il est obligé, aux États-Unis, ils sont plus stricts quand même là-dessus. Apparaissent qui est obligé de dire si tu travailles avec des conflits d'intérêts ou pas. Et il dit, j'ai travaillé pour tel et tel et tel laboratoire. Bon, je note. Et puis, je continue de chercher. Mais qui est vraiment Andrew Owen? Il faut mettre de la chair autour d'un personnage, c'est pas seulement... Et je trouve un document dans les archives de l'OMS où Andrew Owen apparaît et je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait à l'OMS? C'est intéressant quand même de voir quelle est son activité à l'OMS. Et je trouve qu'il collabore au comité de l'OMS qui a ni plus ni moins en charge de faire la mise à jour de recommandations d'utilisation des médicaments à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'a fait Andrew Hill? Parce que je continue de chercher à partir de ça et je m'aperçois que Andrew Owen a déconseillé l'utilisation de l'ivermectine à ce comité. Et pour déconseiller l'utilisation de l'ivermectine, il s'est appuyé sur l'étude d'Andrew Hill qui a été falsifiée. Quand je dis falsifiée, je veux dire que l'étude d'Andrew Hill est restée intacte et c'est juste la conclusion qui a été changée par l'intervenant. Et Andrew Owen, lui, qui est au comité donc d'orientation des médicaments, d'utilisation des médicaments de l'OMS, va utiliser l'étude falsifiée pour dire je déconseille, et le comité, au mois de mars 2021, va déconseiller l'utilisation de l'ivermectine. Et ça va se faire dans le même temps, dans le même mois, avec l'Agence européenne des médicaments, l'ANSM en France qui déconseillera aussi, sur la base de la recommandation de l'OMS de ne pas utiliser l'ivermectine, va déconseiller également, alors à l'ANSM, ce sera le 1er avril 2021, l'utilisation de l'ivermectine. Voilà comment ce médicament efficace contre la Covid-19 a été saboté, dont on a empêché la diffusion. Alors, c'est plus vicieux que ça, tu vois. On n'empêche pas la diffusion. Tu peux le demander à ton médecin, mais c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Dans le livre, alors, attends, pour une petite histoire, il faut le dire pour les gens, de nombreux médecins ne connaissent l'ivermectine que comme antiparasitaire encore. Un médecin qui te dit « Ah ben oui, j'ai vu les études », parce qu'il y a une base de données que je donne dans le livre, j'explique comment. Il faut quand même dire qu'il y a une banque de données mondiale qui a été constituée aux États-Unis, qui s'appelle www.c19ivm.org et qui recense toutes les études qui ont été faites sur l'ivermectine à travers le monde depuis sa découverte. Mais ça montre comment les choses se falsifient au fur et à mesure. Dans le livre, tu montres très bien, tu mets la retranscription de l'appel de Tess Lawrie avec Andrew Hill, et on sent que le garçon est mal à l'aise, quoi. Ouais. Et même il le dit, il dit
c'est vraiment un lobby très puissant, quoi. C'est dramatique de voir que la santé, on en est arrivé là, quoi. Et c'est que du fric maintenant. On en parlait tout à l'heure pour la culture et tout. Et tout est comme ça, quoi. C'est vraiment dramatique, quoi. Alors, je sais pas si à toi, t'as relevé quelques questions. Après, on va te libérer, Jean-Loup. On est à 1h30. J'ai une question quand même. Sachant tout ça, on n'est pas les seuls à savoir, à être dans le questionnement, à se poser quand même énormément de questions. Que fait la justice? Parce qu'il y a quand même suffisamment de faits, de déclarations, de trucs qui sont aberrantes et qui sont questionnantes, etc. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice? Parce que là, il y a des faits qui sont pénalement hyper répréhensibles. Soyons clairs. Et c'est pas juste à l'échelle de la France. Nulle part au monde, il y a des juges Falcon, qui décident qu'à un moment donné, la situation telle qu'elle se vit avec des gens qui disent blanc, des gens qui disent noir, et les gens qui disent noir, ils ont quand même beaucoup d'informations qui sont concordantes par rapport à une forme de réalité. Moi, en tant que juge normal, je me dis merde, il y a un truc qui est pas normal. Personne peut diligenter comme ça soi-même une enquête pour putain, il y a des faits qui sont vraiment. Mais Athos, quand tu vois les amendes que paie Pfizer pour se disculper, minimum questionnable. Oui, tout à fait. Minimum questionnable. Je dis pas de nommer directement les faits parce que là, ça va demander effectivement, c'est généralisé, il y a plusieurs pays qui seront concernés, des gens un peu, c'est complexe, je comprends, mais ça devrait quand même poser des questions. Il y a quand même énormément de questions qui se posent sur la gestion de ce qui s'est passé à ce moment-là. Les liens financiers. Si tu veux, il y a plein de questions qui se posent. La justice, ça fait quoi? Voilà, je vous pose oui, mais la justice, la justice, déjà, il faut voir l'état de l'appareil judiciaire français. Mais en plus, tu vois, il y a une chose, il faut qu'elle soit saisie, la justice. Alors, ce que j'invite les gens à faire, moi, du reste, de mon côté, c'est à s'emparer de mon livre. C'est pas tellement pour s'emparer du livre, c'est parce que dedans, il y a les preuves scientifiques, il y a tous les argumentaires, tout l'argumentaire qui permet de dire à votre médecin, à votre pharmacien, à l'administratif qui va vous dire « Ah, mais il faut vous faire injecter le vaccin ARN », leur dire « Non, je refuse et voilà pourquoi je refuse ». Avec le livre à la main. Avec le livre à la main. Et de dire, parce qu'il y a les preuves scientifiques quand même dedans. Ensuite, concernant la question de la justice, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le ministre de la Santé, M. Aurélien Rousseau, moi, si j'étais à sa place, je veux dire, il peut faire amende honorable. Il a très bien pu être trompé ou se tromper ou avoir été trompé par son administration si elle n'a pas joué son rôle. Je pense que c'est le cas du reste. Mais enfin, ça, c'était une affaire qui le regarde. Mais il peut très bien rencontrer le chercheur Jean-Marc Sabatier et son équipe et dire, mais expliquez-moi, qu'est-ce qu'il en est exactement de la dangerosité des vaccins à ARN messager? C'est ce que devrait faire un ministre de la Santé soucieux de l'intérêt des Français. Voilà. Alors, s'il fait ça, ça veut dire que la porte est ouverte au débat déjà. Là, c'est pas le cas. Là, on continue de répéter comme Henri Tournel ce qui a été dit par Mme Buzyn et ce qui a été dit après par M. Véran. Donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il veut vraiment remettre les choses en place, il faut qu'il pose des questions à son administration. Et puis moi, je pense qu'il doit rencontrer Jean-Marc Sabatier qui va lui dire voilà pourquoi c'est dangereux. Voilà, monsieur le ministre, depuis tant d'années, nous travaillons là-dessus et voilà les conclusions auxquelles nous arrivons. Soit le ministre, il défend et il protège les intérêts privés de Big Pharma, soit il a le souci de l'intérêt général de la santé des Français. Mais là, objectivement, Jean-Loup, quand tu vois les ministres de la Santé qui se sont succédés sous Macron, est-ce que tu n'as pas la réponse, toi? Moi, je l'ai. Hein. Après, je peux me tromper. Mais je pense que quand même, c'est des gens qui défendent des intérêts privés. Oui, c'est évident. Mais si tu veux, il faut les mettre au pied du mur. Ah oui, ça oui. Ouais, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que moi, je vais le faire avec mon député, je vais le faire avec mon maire, je l'ai déjà fait avec mon médecin, etc. Partout, je vais dire, voilà, à la députée, je vais lui envoyer le livre avec un courrier et je vais lui dire, expliquez-moi, vous avez voté toutes les mesures gouvernementales, je vous demande de prendre connaissance des preuves scientifiques sur la dangerosité de ces vaccins. Comment pouvez-vous continuer de soutenir une telle vaccination alors qu'il existe un médicament efficace et sûr contre la Covid-19, par ailleurs peu coûteux. Parce que si vous avez le souci des deniers publics, vous devez vous intéresser à l'ivermectine. C'est clair. Mais là, il a une plainte, je crois que c'est le professeur Perron qui a déposé une plainte suite à ses propos qu'il a dit que les vaccins étaient sûrs, tout ça. Alors, affaire à suivre, comme on dit. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est important d'interpeller nos députés, nos maires, ils sont là pour ça, et de leur dire que les citoyens ont besoin de demander des comptes. On ne peut pas gaspiller de l'argent public comme ça, quoi.
Imagine que tous les députés ou sénateurs reçoivent le livre, envoyé par des citoyens, même qui se groupent au besoin, en disant « Maintenant, expliquez-vous, il y a des preuves scientifiques qui sont fournies par ce journaliste, parce que moi, je ne suis, comme dirait l'ami Patrick de Carolis, nous sommes, nous, journalistes, que des passeurs d'histoire. C'est-à-dire, nous portons des faits à la connaissance du public. Donc, moi, j'ai vu les travaux qu'a fait Jean-Marc Sabatier, travaux passionnants, hein, chercheur passionnant. J'ai vu les alertes qu'il a lancées. Je vois la censure dont il est victime, qui est proprement scandaleuse. C'est une honte. Et je dis, il faut que ces travaux viennent sur la place publique. Et moi, je vais m'y employer. Et moi, j'appelle les Français à en faire autant. Emparez-vous du livre et toutes les preuves sont dedans. Toutes les preuves sur la dangerosité des vaccins et sur l'efficacité et la sûreté de l'ivermectine. N'hésitez pas, c'est vrai que... Et si votre député, il n'est pas joignable, si vous avez du mal à le joindre, allez voir le maire. Et si vous n'avez pas pouvoir le député, eh ben vous lui adressez une lettre en recommandé qu'accusé de réception à sa permanence. Exactement. Et surtout, vous demandez un rendez-vous et vous lui dites expliquez-vous, monsieur le député. Qu'on ait voté pour vous ou pas, ça n'a pas d'importance. Là, c'est de l'intérêt national qu'il s'agit. C'est de la santé des Français. Alors expliquez-moi comment vous pouvez soutenir une telle campagne de vaccination. Expliquez-moi pourquoi personne ne parle à l'Assemblée nationale d'un médicament efficace et sûr qui aurait permis d'éradiquer la maladie Covid-19. Et de faire des économies, comme tu dis, sur l'argent public. C'est très important. Oui, mais alors attends, en plus, tu as autre chose derrière ça, c'est que tout se décide à Bruxelles. Je veux dire, la souveraineté de la France, ça n'existe plus. Hein. Dans ton nouveau livre, tu en parleras de ça aussi. L'enquête que j'avais menée avec Claude Janvier, dans Covid-19, le bilan en 40 questions, parce qu'on le fait, nous, le bilan. On pose bien, on montre bien comment, en un mois, la Commission européenne a décidé de la campagne de vaccination pour la France, sans débat parlementaire. Hein. Tout à fait. Donc, voilà. Je veux dire, par quelqu'un qui n'est pas élu, en plus, hein, il faut le rappeler, Van der Leyen n'est pas élu. Quoi. Non, c'est une fonctionnaire, c'est un aréopage de fonctionnaire. Ben, Jean-Loup, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, un grand merci à toi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est moi qui te remercie. Ben, je t'en prie. Athos, tu as une dernière chose à dire ou c'est bon? Ben non, merci à notre invité déjà, parce que c'est toujours un plaisir de le recevoir et puis d'avoir accès à de l'information. Ça change, ça fait du bien. C'est vrai. Et de vraies enquêtes surtout. Merci bien. On se quitte avec ce magnifique morceau et ce montage qu'on a fait. C'est parti. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, je suis la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Et les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient...